Jean-Député Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil régional des Hauts-de-France, membre des Républicains. On a vu tout à l'heure des tracteurs devant l'Assemblée nationale, c'était cette semaine. Il y a eu des tonnes de pommes de terre déversées aussi. Ça, c'est la FNSEA qui a revendiqué cette opération. Et puis pendant ce temps-là, c'est ce qu'on entendait dans le reportage, la coordination rurale et la coordination paysanne, il y a eu des arrestations dans leur rang. Est-ce que, à votre avis, il y a un deux poids, deux mesures entre les syndicats agricoles ? Écoutez, on ne va pas chercher à les opposer. Les agriculteurs ont voté. Il y a une représentation aujourd'hui qui existe dans les chambres d'agriculture. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils parlent d'une voix pour dire « ne laissez pas mourir l'agriculture ». Je vais vous dire une chose, si l'agriculture française meurt, c'est une part de la France qui meurt. Pour moi, l'alimentation, l'agriculture, c'est du domaine régalien. C'est ce que l'on mange. C'est ce qu'il y a de plus important. Ça doit être sorti de l'Union européenne ? Mais non, c'est tout simplement que derrière, on doit se battre au niveau national et au niveau européen pour dire attendez, on ne parle pas de n'importe quoi. On ne parle pas de vendre des produits manufacturés. On parle de ce que l'on mange, de ce que nos enfants mangent. C'est important ou pas ? Oui. Alors on met le paquet dessus et on en fait une priorité. Alors, ça, le Mercosur, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est allée signer hier l'accord au Paraguay. Pressée, dites donc, hein. Vous avez l'impression qu'elle était pressée de... Bien sûr. Attendez, c'est quoi ce passage en force ? Il y a le Parlement européen qui doit se réunir. Et moi, je le dis aux parlementaires européens, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des parlementaires français, notamment les Républicains, emmenés par Julien Dive, avec d'autres, qui seront aux côtés des agriculteurs pour dire au Parlement européen « opposez-vous au Mercosur et vous avez la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de façon à ce qu'il n'y ait pas cette application du Mercosur. » Sauf que vous savez que la France est minoritaire et la droite française au sein même du groupe de droite européen est minoritaire. Monsieur Le Tellier, attendez, il y a deux choses. Si le Parlement européen saisit la Cour de justice de l'Union européenne, le Mercosur ne peut pas s'appliquer en l'état. Et ensuite, il y a une autre possibilité, si le Parlement européen ne le fait pas, la France elle-même peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Mais je voudrais juste Donc rappeler... vous dites clairement, si ça ne débouche pas au niveau européen, c'est Emmanuel Macron ou la France qui doivent saisir. Exactement. Encore une fois, pour quelle raison ? C'est l'alimentation, c'est l'agriculture, donc ça doit être considéré comme une priorité. Parce que pourquoi Mme von der Leyen s'est précipitée pour signer, ratifier cet accord ? Parce que l'agriculture, pour elle, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, dans ce traité du Mercosur, l'agriculture a été traitée quasiment à la fin de ce grand traité. Moi, je ne suis pas contre les traités par nature, mais je veux juste savoir si ce sont des traités qui vont nous profiter, qui vont dans le bon sens, oui ou non. Ce traité va continuer à affaiblir une agriculture européenne et française qui n'en a pas besoin. Vous savez que si les Allemands avaient été dans la même situation agricole que nous, vous croyez que Mme von der Leyen, elle aurait signé cet accord aussi vite ? Bien sûr que non. Vous voulez dire que la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes intérêts ? Oui, c'est surtout qu'on écoute un peu trop au niveau de la Commission européenne les intérêts pour la présidente de l'Allemagne. Or, on doit écouter les intérêts de tous les Européens, tous sans exception, et que l'on arrête de se dire que si ça vient du bout du monde, si c'est importé, on ne regarde pas comment c'est produit. Si je vous entends, c'est quand même donc un échec de la France. Écoutez, on continue à se battre. Ce serait un échec si on ne se battait pas. Mais déjà, c'est un échec. Mais non, mais attendez, le problème est très simple. C'est que le problème que nous avons en Europe, on a besoin de l'Europe. On a besoin d'une Europe puissante. Mais il faut faire reculer les égoïsmes. Nous ne sommes pas les seuls à demander des garanties ou à dire que la façon dont on va produire du bœuf en Amérique du Sud n'a rien à voir avec ce qu'on autorise chez nous. On l'interdit chez nous et on va fermer les yeux parce que ça va venir du bout du monde. Non. Alors il y a aussi une solution. C'est que plutôt que de continuer à contrôler dans les fermes nos exploitants, je le dis à la ministre de l'Agriculture, plus aucun contrôle dans les fermes françaises d'ici que le nouveau texte de loi soit clairement mis en place en France. Le Premier ministre Lecornu a dit qu'il va y avoir un nouveau texte. La loi d'urgence agricole. Voilà, mais alors... Donc plus de contrôle avant que cette loi soit votée. Et pourquoi ? Vous n'allez pas contrôler une règle qui va changer. Le Premier ministre l'a dit. Et pendant ce temps-là, tous les contrôleurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous contrôlez les importations. Vous contrôlez pour voir si ce qui arrive chez nous est compatible avec ce que nous avons voulu en termes de sécurité sanitaire. C'est une mesure très concrète. Je le dis au gouvernement, qui ne coûte rien. Il n'y a pas de loi à faire voter. C'est une décision politique. Alors si on fait de la politique, on change les choses et maintenant. Xavier Bertrand, revenons à la situation internationale avec Donald Trump qui menace de nouveaux droits de douane contre les produits français et de certains pays européens qui n'acceptent pas qu'il annexe le Groenland, pour résumer. À l'instant, la présidence française fait savoir que la question de la validité des accords entre les États-Unis
et l'Union européenne est posée. Qu'est-ce qu'il faut répliquer à Donald Trump? Je ne sais pas qu'elle est posée, c'est qu'on doit très clairement dire une chose à M. Trump. Réciprocité. Je ne suis pas sûr de savoir le prononcer en anglais, mais c'est très clair. Il veut augmenter les droits, on fait la même chose. Il n'y a que ce langage-là qu'il comprend, Trump. Trump, c'est quelqu'un qui, chose du 60, et qui, quand il se retourne, marche sur les pieds de tout le monde. Ça suffit. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'il va continuer en permanence. Il va continuer, il l'a fait dans une guerre commerciale dans laquelle l'Union européenne, la Commission européenne ne s'est pas battue parce qu'elle n'avait pas la volonté. C'est pas, Monsieur Letellier, c'est pas qu'on est faible, c'est qu'on renonce à se battre. Donc vous dites, la vie est faite de combats. œil pour œil, dent pour dent. Bien sûr. Et encore une fois, vous allez voir, il va comprendre. Puis vous savez, le Groenland, j'entendais votre reportage tout à l'heure. Le Groenland, ce n'est pas une terre de nulle part qui appartient à personne. Le Groenland, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est l'Union européenne. Le Groenland, c'est nous. Est-ce que nous allons accepter que l'on nous dépaisse? C'est exactement ça dont il s'agit pour M. Trump qui est en train de nous raconter une belle histoire américaine. Hein. Il en a besoin pour sa sécurité, il en a besoin pour les routes commerciales. Non, ce qui l'intéresse, ce sont les terres rares. Alors donc, les Chinois veulent les terres rares, les Américains veulent les terres rares, et nous, l'Europe, nous serions les seuls à dire le Groenland est sous protectorat du Danemark, c'est donc un État de l'Union européenne, mais nous aussi, on a le droit de faire valoir nos intérêts. Et c'est aussi ce langage-là qu'il entendra. C'est le seul qu'il entendra. Le budget 2026, qui se fait toujours attendre. Après avoir stoppé les débats à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé une augmentation de la prime d'activité, la revalorisation des retraites, la reprise de la prime Rénov'. Le Parti socialiste, qui a en main, en partie, le vote ou non du budget, pose ses conditions. Je lui pose simplement 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement, il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Xavier Bertrand, Olivier Faure pour le Parti socialiste est prêt à ne pas censurer le gouvernement si ce ne sont pas les Français qui payent. Vous, des Républicains, quelles sont vos conditions? Bon, déjà, je voudrais dire une chose. Il est temps de passer à autre chose et que ce budget soit adopté. Bon, ça c'est dit. Oui, mais le président avait demandé aussi au Premier ministre que les choses soient faites avant la fin de l'année. On va bientôt approcher du mois de février. Maintenant, ça va bien. On a besoin d'avoir un budget adopté. Non, mais attendez, pour que le pays, pas seulement continue à tourner, mais puisse engager des dépenses nouvelles. Je vous donne juste un exemple. J'étais, voilà 10 jours, avec le recteur dans un lycée professionnel où on a fait des investissements à la région. Et je lui dis comment vous voyez les choses pour ouvrir des nouvelles classes avec des débouchés pour les jeunes. Il me dit, je ne peux pas vous répondre tant que le budget n'est pas voté. Alors moi, je vous repose la question. Quelles sont les conditions pour que les Républicains votent ce budget? Ce budget, très clairement, il est raté. Il est raté de la faute à qui, principalement? LFI, le Rassemblement national. Mais comment vous positionnez, vous, à droite? Qui joue la politique du pire. Ce budget est raté, mais même un budget raté, il faut maintenant qu'il soit appliqué parce qu'on en a besoin. Attendez, avant qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit voté. Oui, mais... Donc vous pensez que les Républicains doivent voter? Ça va finir de toute façon, soit avec des ordonnances, soit avec le 49.3. C'est quoi la meilleure solution pour vous? Écoutez, le Premier ministre n'est plus à inhabileté près, sauf qu'il y a un sujet. C'est qu'à force d'avoir fait preuve de trop d'habileté, il s'est montré unijambiste, le Premier ministre. Il a écouté avant tout les socialistes et il n'a pas écouté ce que portait le bloc central, avec notamment, quand je dis que c'est un budget raté, ce dont nous avons besoin, c'est de baisser les dépenses. C'est d'arrêter notamment de prendre pour cible les retraités. C'est ce que nous avons mis. Oui, la baisse des dépenses, pas assez. Ne nous racontons pas d'histoire. Donc on est toujours dans le drame de la technostructure française. J'ai un problème, j'augmente les impôts. J'ai une difficulté, je mets en place Xavier une taxe. Bertrand, pour bien vous comprendre, vous dites il faut ce budget, on l'adopte. Pour bien me comprendre. Il faut voter. Il faut le voter. Même s'il est sous l'écriture du Parti socialiste, comme vous l'avez dit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'avancer. Même si c'est sous l'écriture du Parti socialiste. Écoutez, je viens de vous le dire, il n'aurait pas dû être unijambiste. Il n'aurait pas dû faire preuve de tant d'habileté, parce qu'au bout d'un moment, très clairement, on est passé à côté des réalités. Les réalités, c'était quoi? Le pouvoir d'achat des Français, l'activité économique et la baisse des dépenses. Ça n'a pas été le cas, mais maintenant, on ne va pas tergiverser. Donc il faut le voter. Il faut avancer.
Il faut Exactement. le voter. Je viens de vous le dire et je vous redis que s'il y avait une motion de censure, et je le dis à mes amis qui sont avec moi, à Nous France notamment, qu'ils soient chez LR, qu'ils soient à l'UDI, qu'ils soient chez Lyot, il faut adopter ce budget et en tout cas, s'il y avait une motion de censure, ne pas voter la motion de censure. Je pense avoir été clair. C'est très clair. Merci. Dans 2 mois, les élections municipales, dernier rendez-vous électoral normalement avant la présidentielle. 2027, c'est votre cap à vous, parce que comme vous le dites dans votre livre, on n'y est pas encore, mais jamais rien n'est écrit. À droite, vous cultivez votre spécificité. Aucun accord possible avec le Rassemblement national, quand ici ou là, pourtant, vous allez le voir, les discours, localement, ne sont pas si clairs, la frontière disparaît. La vérité des prix se fait sur les marchés. Les municipales feront-elles bouger les lignes entre droite et extrême droite? L'union de la droite. Ah oui, l'union de la droite. Il est grand temps. Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait, hein, pour le bien de la ville. Hein. L'union de la droite, voilà ce que vend ici ce candidat zémouriste qui a ouvert sa liste à des républicains. Ça n'est pas une liste Reconquête, ça n'est pas une liste LR, ça n'est pas une liste Nouvelle Énergie, c'est une liste qui fait converger des personnes de bonne volonté. Même affiché sans étiquette, le produit ne trompe pas cet ex-LR passé chez Horizon. C'est triste, parce que c'est pas les valeurs des LR. Moi, je me rappelle de ces valeurs LR, des valeurs gaullistes. Et là, ce ne sont pas des valeurs gaullistes. On voit bien que Zemmour, c'est plutôt des valeurs de Pétain. Mais où est la droite d'antan? Reprenons la photo des primaires de la dernière présidentielle, c'est cruel. La gagnante n'atteindra pas les 5%, Éric Ciotti rejoindra Marine Le Pen, Michel Barnier deviendra Premier ministre d'Emmanuel Macron. Reste Xavier Bertrand, est-il le gardien de la vraie croix de Lorraine? Je n'ai jamais trahi en rejoignant les rives de la Macronie pour un portefeuille ministériel. Sauf qu'en Macronie, à chaque changement de Premier ministre, son nom est régulièrement cité. Xavier Bertrand lui-même n'a jamais réussi à être Premier ministre alors qu'il pleurait. Vous vous rappelez, c'est même nous qui l'avons bloqué. Il pleurait pour devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait indiqué qu'on le censurait immédiatement. Élargir au risque de se perdre pour être au centre de gravité. Chez les Républicains, chacun a sa stratégie. Moi, le chemin que je propose, c'est le rassemblement de la droite. C'est-à-dire fédérer, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, tous ceux qui veulent un programme de changement. À l'occasion d'une législative partielle, Bruno Retailleau choisit sa ligne, plutôt le parti ciotiste allié du RN que la gauche. Vous appelez à voter pour qui? En tout cas, certainement pas pour la gauche. C'est notre ligne, c'est notre ligne. Fini le cordon sanitaire contre l'extrême droite, c'est aussi la ligne de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui relate dans son livre ses conversations avec Marine Le Pen et reçoit Jordan Bardella. Reste à savoir si les électeurs de la droite traditionnelle reconnaîtront leur empreinte sur ces chemins inconnus. Xavier Bertrand, on l'a rappelé, votre nom avait circulé pour être Premier ministre. Et vous avez entendu de la part du RN, de Marine Le Pen, par exemple, c'était censure immédiate. Ils ne voulaient pas vous voir à Matignon. Est-ce que vous leur donnez rendez-vous à la présidentielle? Et vous savez pourquoi ils ont bloqué? Parce qu'elle n'a pas envie que je fasse à la tête d'un gouvernement ou à la tête de l'État ce que je fais dans la région des Hauts-de-France. C'est-à-dire par mon action... Donc elle a été conseillère régionale. Par mon action, par les combats que je mène avec mes amis, nous avons fait reculer le Front National. Entre 2 élections régionales, ils ont reculé de 16%. Il n'y a aucun autre endroit. Pourquoi? Parce que je me bats avec les électeurs du Rassemblement national, je les connais. Ce sont des gens qui ont estimé être trahis, déçus par la politique et qui se tournent vers eux. Mais quand ils ont des responsables politiques qui se battent pour eux, ils font la différence. Alors, est-ce que vous donnez rendez-vous à Marine Le Pen en 2027? Les Français qui vont décider. Pas que les Français, il y a la justice peut-être aussi. Exactement. Alors si c'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan. C'est vous qui le dites. Si c'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Vous leur donnez rendez-vous en 2027. Ah mais moi de toute façon, je l'ai indiqué, je souhaite être candidat à l'élection présidentielle, mais entendons-nous bien, pas en me présentant contre un rempart seulement. Tout le monde sait bien que je suis capable de dire, et ce que je fais dans mon action, c'est ni LFI, ni Jean-Luc Mélenchon, ni le Rassemblement national, Jordan Bardella ou Madame Le Pen. C'est-à-dire que derrière, si vous voulez gagner l'élection présidentielle, surtout dans les moments que nous connaissons, il faut aussi redonner confiance et incarner un espoir. Faute de quoi, vous ne pouvez pas réussir. Ça veut dire que vous préparez éventuellement à un second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou face à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, de toute façon, nous ne racontons pas d'histoire. Monsieur Mélenchon sait très bien qu'il ne réussira pas à se faire élire président de la République. D'ailleurs, beaucoup jouent sur cette peur. Non, le vrai sujet, c'est que je veux éviter un second tour mortifère, Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Le Pen. Et que notre pays n'est pas condamné
à tomber dans les bras de l'extrême droite. Parce que le Rassemblement national, ses dirigeants, c'est toujours l'extrême droite. Ça veut dire l'exclusion, ça veut dire trouver des boucs émissaires, c'est-à-dire ne pas rechercher des solutions aux problèmes. C'est pour ça que je les combats comme je le fais dans ma région des Hauts-de-France. Mais le drame dans votre reportage, c'est qu'il y a beaucoup de mes amis, ils ont baissé les bras. Qui, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau? Ils sont fatalistes, ils voient les sondages. Le Front National sera à 35%, et puis M. Zemmour à 5%. Ils ont déjà gagné. L'histoire de la droite et l'avenir de la droite, ça n'est pas de monter sur le porte-bagages de l'extrême droite pour amener l'extrême droite au pouvoir. Alors, vous savez que... C'est ça que je refuse. C'est pour ça que je me bats contre cela. A fait barrage contre votre nomination éventuelle à Matignon. Sébastien Lecornu, lui, il n'a pas eu droit à ce barrage. Alors, il faut dire qu'on l'a appris. Il avait eu l'occasion, dans le passé, de dîner avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou d'échanger. Moi, ça risque pas. Vous, ça risque pas. Il a donné des gages. Sébastien Lecornu en dînant avec Marine Le Pen. Non mais attendez, c'est leur problème. Chacun voit midi à sa porte. Il n'est pas le seul. Édouard Philippe l'avait fait également. Moi, non. Quand je combats, c'est une erreur de le faire. Quand je combats des adversaires en politique, vous pouvez très bien être courtois. Vous croisez avant un plateau de télévision, vous dites bonjour. C'est la même chose au conseil régional. On n'est pas obligé de rompre le pain. Mais c'est une erreur de le faire. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, c'est une erreur politique. Les choses sont encore claires. C'est non. Je ne déjeune pas avec eux, c'est une erreur politique. Mais je ne suis pas commentateur, c'est votre boulot à vous. Ah non, ça peut être un point de vue. C'est pas un commentaire, c'est un point de vue. Moi, je combats. Voilà. Un point de vue que je et vous savez, et je continuerai à les combattre. Et on dit seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, alors je resterai un imbécile. Une dernière chose. Je ne changerai pas d'avis et je continuerai à combattre les extrêmes, l'extrême gauche et l'attitude profondément anti-républicaine de M. Mélenchon et l'extrême droite, sachant bien faire la différence qu'il y a entre ses leaders, entre le noyau dur du Rassemblement national et ce que sont aujourd'hui des électeurs qui se font bien souvent abuser. Laurent Wauquiez, ça a été rappelé, envisage une primaire de Gérald Darmanin à Sarrak-Nafo. Ça, c'est le parti d'Éric Zemmour, pour le coup. Est-ce que vous mettez Éric Zemmour aussi dans ceux que vous excluez à l'extrême droite? Bien sûr. Attendez, ça veut dire quoi aussi? Parce que Laurent Wauquiez, non. Oui, mais ça veut dire quoi, cette primaire? Elle n'est pas sérieuse, cette primaire. Ça veut dire que si M. Zemmour ou Mme Knafo l'emportent, Wauquiez est prêt à aller coller les affiches de Zemmour? Ça veut dire que si Retailleau participe et qu'il n'arrive pas premier, il va aller coller les affiches de Mme Knafo? Non, mais attendez, ils sont tombés sur la tête. Vous savez qu'en politique, vous avez le droit de continuer à avoir une boussole. Et la boussole, elle indique le nord, elle n'indique pas le sud. Donc vous avez le droit aussi de rester fidèle à vos repères. Et ce que je vous dis n'est pas ringard. Ce que je vous dis n'est pas vintage. Ah bah c'est même l'enjeu. Je suis intimement convaincu qu'en politique, quand vous renoncez à vous battre, comme vous êtes, pour ce que vous êtes, ce à quoi vous croyez, il faut faire autre chose. On va retrouver Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, avec nous aujourd'hui. Rebonjour Étienne. Rebonjour Francis. Bonjour Xavier Bertrand. Et on va continuer justement sur ce besoin de clarification. Et oui, Xavier Bertrand, vous avez demandé à votre parti, les Républicains, à son président Bruno Retailleau, de dire clairement qu'il n'y aura jamais d'alliance, de rapprochement avec le Rassemblement national. Vous n'avez pas eu de réponse claire, me semble-t-il. Comment vous l'interprétez? Je vous confirme, je tends l'oreille, alors il n'est jamais trop tard. Et je continuerai à me battre, je ne suis pas seul. Mais comment vous interprétez Vous l'avez dit, il y a Valérie Pécresse qui pense et qui dit les choses comme moi. Il y a Jean-François Copé. Vous avez également Michel Tabarot, Philippe Tabarot, qui continue à porter ce même combat contre les extrêmes. Non, je ne suis pas seul. Et on continuera à se faire entendre. Et comment vous interprétez l'absence de réponse? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que pour vous, il prépare une alliance ou un appel? Ils sont impressionnés par les sondages. Ils disent, on est à quelques pourcents, les autres sont à près de 40%, c'est plié. Mais il y a les combats que vous ne menez pas qui sont pliés. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut bien avoir en tête. On dit l'union des droites. L'autre jour, quelqu'un dans la rue m'arrête, il me dit, Monsieur Bertrand, il faut faire l'union des droites. Je dis, mais c'est quoi l'union des droites? Il me dit, vous me comprenez bien, c'est l'union des droites. Non, c'est l'union de la droite avec l'extrême droite au pouvoir. Et là, j'ai vu qui était interloqué, parce que toutes les enquêtes qui sont faites par un certain nombre de magazines, de journaux, accréditent cette idée-là. Quand vous posez les choses aussi clairement que c'est la droite qui monte sur le porte-bagages de l'extrême droite, mais est-ce que vous pensez être majoritaire sur cette position chez les Républicains? Je viens de vous dire, quand vous expliquez que c'est clairement se mettre derrière l'extrême droite et faire la courte échelle à l'extrême droite, le résultat ne serait pas le même. Mais ce n'est pas comme ça que la question est posée dans le sondage. Il y a une question qui va se poser, c'est votre place chez les Républicains. Dans ce cas-là, est-ce que vous posez un ultimatum, clarification sur la ligne vis-à-vis du RN ou votre départ? Non, avant les municipales? Non, mais attendez, déjà... Est-ce que ça doit être avant les municipales? Attendez, vous voulez que je me fasse entendre? Alors je vais continuer à le faire à l'intérieur.
Et je ne vais pas être le seul à le faire. Et s'il y a effectivement des dérives, vous avez vu à Bourg-en-Bresse, là? C'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des militants LR qui vont aller coller les affiches de C'est pour ça la Reconquête, question, Xavier Bertrand. Est-ce que cet éclaircissement doit venir avant les municipales? Il doit venir avant les municipales, pendant les municipales et après. Mais déjà avant. On va continuer à porter ce combat en permanence parce que je vous le dis, j'ai reproché tout à l'heure à Premier ministre d'être unijambiste, notre parti ne peut pas l'être non plus sur ces questions qui sont des questions clés. Mais on a compris que ça devait être avant. Et Xavier Bertrand, si pendant les élections municipales, entre les deux tours, dans certaines villes, il y a un appel à voter le Rassemblement national de la part de candidats les Républicains. Eh bien, il y a des responsables comme moi, qui feront entendre que ceux qui parlent ne parlent pas au nom de l'ensemble des Républicains et de l'ensemble des électeurs des Républicains. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas prêt d'arrêter ce combat. Mais ça veut dire quoi, se faire entendre? Ça veut dire se faire entendre. Vous m'inviterez et je me ferai entendre. Et je me ferai entendre publiquement, sur France 3 un dimanche midi, mais aussi dans... Vous avez déjà commencé sur les municipales. Voilà, clairement. Ça ne deviendra pas gênant au niveau des valeurs d'être dans un même parti avec des personnes qui appellent à voter Rassemblement national? Écoutez, ce sont les plus gênés et que quand ils viennent chez LR, ils pensent RN, qu'ils y aillent dès maintenant au RN, ce sera plus simple, ce sera plus clair. Faut toujours, moi vous savez, le combat que je porte, c'est pour que le moment venu, au moment de l'élection présidentielle, les Français décident en connaissance de cause. Et cet enjeu de vérité, de clarté, je ne vais pas me gêner pour continuer à le porter, ça je vous le confirme. Sur cette élection présidentielle, Xavier Bertrand, vous avez déjà dit que vous ne souhaitez pas participer à une primaire. Mais vous savez comment elle va se passer, vous? Non, mais voilà. vous avez peut-être... Personne n'en sait rien. Mais c'est vous avez dit de toute façon, il y aura une première première primaire LR pour ensuite désigner celui qui ira dans la primaire de la droite. Mais c'est un nom définitif ou ça peut se négocier encore? Vous savez comment elle va se passer, vous? Non, mais si elle se passait bien. Parce qu'avant 2020... C'est-à-dire qu'au final, certains accepteraient d'aller coller les affiches de Madame Info. Ça sans moi. Hein. Donc très bien, pas de primaire pour 2027. Et vous avez aussi dit qu'à moins de 5% dans les sondages, c'était pas la peine d'y aller. Alors question très simple, à quel niveau dans les sondages vous vous lancez? Non mais attendez, on est encore à peu près 17 mois avant l'élection présidentielle. On est d'accord? Juste un peu d'histoire de référence. 17 mois avant, le général de Gaulle n'était pas en ballottage, il gagnait facilement la présidentielle. 17 mois avant, il a quand même gagné. Valéry Giscard d'Estaing était élu facilement. 17 mois avant, c'était Éluard Balladur. Et 17 mois avant, Emmanuel Macron n'était même pas testé dans les sondages. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure. On y verra certainement beaucoup plus clair à la rentrée de 2026. Et le moment venu, on verra qui les Français ont envie de voir sur la ligne de départ. Et je reste intimement persuadé que si vous n'êtes pas capable de rassembler dès le premier tour et au deuxième tour, vous ne serez pas en mesure de lutter contre cette fatalité qu'on nous assène matin, midi et soir. L'extrême droite a déjà gagné. Non, elle n'a pas gagné. C'est l'histoire de mes régionales de 2015. Justement. Madame Le Pen avait gagné, c'était évident, c'était fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Régional de 2015, vous gagnez grâce aux électeurs de gauche qui votent, attendez, pour vous. Il y a deux choses. Juste là-dessus, un peu de mathématiques et d'arithmétique. L'histoire, le niveau de la droite au régional en 2015 est beaucoup plus bas. J'ai réussi à être au deuxième tour avec 25%. Et là, il y a un réflexe républicain de tous les électeurs de gauche qui disent on n'aime pas Bertrand, mais on déteste l'idée que Mme Le Pen dirige la région. 6 ans après, tout le monde est contre moi, la gauche est unie. Mme Le Pen s'est défilée, elle envoie M. Chenu. Le président de la République envoie 5 ministres pour me faire mettre un genou à terre. Merci. Et je risque d'être réélu en faisant reculer le Rassemblement national de 16%. La preuve que la politique permet de changer les choses. Merci Étienne. Justement, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête du Conseil régional des Hauts-de-France, qui était autrefois Nord-Pas-de-Calais. Et la Picardie, n'oubliez pas la Picardie. Les deux faisant maintenant une région. Voilà, la création de grandes régions il y a 10 ans avait pour but de faire des économies, ça on va y revenir. Mais est-ce que ça a été un progrès, ces grandes régions? Oui. Juste 2 exemples. On parlait depuis 30 ans d'un canal entre le bassin de la Seine et les ports du Nord de l'Europe, notamment Dunkerque. On en parlait, on ne le faisait jamais. Parce que nous sommes 2 régions ensemble. On a réussi à faire ce projet qui aujourd'hui est engagé. On commence le creusement cette année. Il y a des centaines d'emplois. Et à terme, il générera plus de 15 000 emplois. Un autre exemple, on a une route nationale 2 entre Paris et Maubeuge-le-Nord. Les 2 régions ne se mettaient jamais d'accord. C'est devenu aujourd'hui une réalité. Les gigafactories de batteries électriques, c'était trop gros pour une seule région. Les 2 régions qui sont devenues la 3e de France, ça nous a permis de le faire avec des milliers d'emplois existants aujourd'hui. Alors Sébastien Lecornu, lui, il prône pour plus de décentralisation. Pour les régions, il faudrait faire quoi? Alors moi, j'ai une idée très concrète pour améliorer encore l'efficacité. L'efficacité, c'est qu'on ait département en région et région le même élu. Un élu territorial, ça s'appelle. Un élu territorial. C'était le projet de Nicolas Sarkozy. Qui serait à la fois
au département et à la région. Pourquoi ? Vous prenez le RSA. Un bénéficiaire du RSA va rechercher un emploi. Le RSA, c'est le département. La formation des demandeurs d'emploi, c'est la région. Le seul et même élu. Vous ne voyez pas comment vous gagnez en efficacité ? C'est un seul exemple. C'était le projet de Nicolas Sarkozy, oui, mais là, qui n'a jamais vu le jour. Moi, je vous proposerais ça pour 2027, parce que du coup, moi, je ne fais pas une chasse aux élus, mais ça nous ferait 40% d'élus en moins, mais surtout, monsieur Letellier, on va gagner en efficacité. Vous allez vous mettre tous les élus sur le dos. Je sais, je suis le seul président de région à ma connaissance. Vous n'allez pas être très populaire chez les élus. Tu ne te rends pas compte, tu es en train de te faire harakiri. Non, je cherche de l'efficacité au maximum. Alors vous savez que le Rassemblement national... le conseiller territorial, c'est élu unique, département et région, c'est de l'ancrage local, quelqu'un que les gens connaissent, et surtout on gagne en efficacité. Mais élu comment ? Sur des listes ou sur... Moi j'aime bien quand ce sont les gens, les électeurs. Donc des circonscriptions. Eh oui, c'est mieux. Juste toujours en politique, être à portée d'engueulade. Il y a une méthode. Ça vous évite de vous endormir. Il y a une méthode plus radicale, Xavier Bertrand, c'est celle du Rassemblement national, qui veut supprimer les régions et dit ça ferait 4,5 milliards d'économies. Ouais, ils ne le disent pas quand ils sont à la région, hein. Ils ne le disent pas quand ils viennent siéger à la région, ils ne le disent pas quand ils touchent leurs indemnités d'élus, même sur les ABC dans la région des Hauts-de-France. Non, ils ne la ramènent pas trop, là. Hein. Dans le budget 2026, en tout cas, et puis, prévoit c'est les premiers à dire, quand il y a des subventions qui sont versées par le Conseil régional, le Rassemblement national qui écrit, moi aussi je l'ai voté. Mais ils sont ridicules. En tout cas, dans le projet de budget, Sébastien Lecornu va demander 2,5 milliards d'économies aux collectivités locales. C'est jouable ? Oui, on va le faire. Et on le fait depuis des années. Vous savez pourquoi ? C'est que les communes rurales, les communes urbaines, les départements, les régions, nous, on n'a pas le droit de voter un budget en déséquilibre avec un déficit. Et donc, plutôt que de faire la leçon aux collectivités locales, c'est l'État central qui ferait bien de s'inspirer de ce que font tous les maires de France et ce que font les présidents de région. Mais c'est jouable. Merci Xavier Bertrand d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, réalisé par Tristan Donat, rédaction en chef Claire Sébastien. Et avant de refermer cette émission, je voudrais rendre hommage à Jacques Bayle qui nous a quittés. Il a été le premier rédacteur en chef de notre rendez-vous dominical politique. Il a aussi beaucoup œuvré pendant des années au 19-20 qu'il avait continué à créer. Donc toutes nos pensées vont vers ses proches. Tout de suite, ici 12-13, actualité de la mi-journée dans votre région. Bon après-midi, bonne semaine. Merci et à dimanche prochain.